Et si je te disais que tu connais pas ton boîtier par cœur? Il y a des infos cruciales que les 90% des photographes ne connaissent pas. Des infos qui ne sont pas relayées sur le net et ni dans les fiches officielles des appareils photo. Et on va voir dans cette vidéo les 4 points qui peuvent changer complètement ta manière de photographier. Mais alors, la vraie question se pose. Quelles sont ces informations qu'on connaît pas? Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de plage dynamique ou de bitrate couleur. Mais est-ce que vous savez à quoi ça sert et concrètement en quoi c'est utile pour votre capteur? La plage dynamique et les bitrates couleurs, c'est concrètement les tons que l'appareil photo peut capturer. La plage dynamique étant à quel point il peut rattraper des ombres et des autres lumières, donc jusqu'à quel point le fichier il est extensible et plein d'informations. Et le bitrate couleur, ce sera la même chose mais pour les couleurs. C'est-à-dire que les nuances et les tons de couleurs, ils seront beaucoup plus longs et variés. Ça veut dire que là, concrètement, une photo à 8 bits, ce ne sera pas la même qu'à 14 bits. Par exemple, les anciens appareils de 2012, ils sont à 8 bits au niveau du RAW en photo, et là aujourd'hui nous sommes sur du 14 pour tout ce qui est RAW en appareil hybride aujourd'hui. Vous verrez que entre 8 bits et 14 bits, il y a déjà une nuance de couleur qui est beaucoup plus prononcée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un argument marketing pour les marques d'appareils photo qui vendent des appareils photo vous disent ils traitent bien les basses lumières. Parce que souvent, oui, dans le temps, c'était plus simple à rattraper notre lumière qu'une basse lumière, alors que les basses lumières pouvaient en essayant de les rattraper, pouvait donner du bruit à la photo. Aujourd'hui, en ayant une plage dynamique beaucoup plus prononcée, beaucoup plus grand, on va pouvoir rattraper ces ombres beaucoup plus facilement. Ainsi qu'aussi les autres lumières qui peuvent être potentiellement cramées sur vos photos. Donc oui, la plage dynamique se calcule par stop, donc c'est-à-dire le nombre de stops qu'on a dans une seule photo. Par exemple, on fait des photos HDR parce que ça a une grande plage dynamique, High Dynamic Range. Ça c'est pour la grande plage dynamique, c'est pour ça qu'on fait de l'HDR. On fait 3 photos différentes, une sous X, une à ton moyen, et une avec 2 stops de plus, donc avec des autres lumières. On les réunit tous les 3 pour avoir une photo à grande plage dynamique. Mais grâce à la technologie aujourd'hui, on arrive à un point où la plage dynamique est très bonne, même sans forcément prendre 3 photos différentes pour les réunir, donc l'HDR. On arrive à un point où, avant, en 2012, on avait peut-être une photo avec une plage dynamique de stop d'écart entre le fichier d'origine, et aujourd'hui on peut arriver jusqu'à presque 3 stops d'origine, ce qui est concrètement énorme. Donc quand vous achetez des appareils photo, ne vous informez pas que sur le nombre de mégapixels, ne vous informez pas que sur la taille du capteur, informez-vous aussi sur sa plage dynamique, qui va être très utile lorsque vous allez travailler des fichiers. Même chose pour la plage dynamique couleur, donc le bitrate couleur. Vous devez savoir qu'on peut partir de 4 bits couleur jusqu'à aller aujourd'hui jusqu'à 16. En moyenne, les appareils photo professionnels hybrides, donc entre 2000 et 4000 euros, ils sont à 14 bits. Sauf certaines marques qui proposent du 16 bits, qui est concrètement le plus gros sur le marché pour l'instant. C'est déjà énorme. Vous allez voir que les tons, les nuances des couleurs, il y en a 1000 fois plus que de 16 à 12. Ça, c'est une info que vous devez savoir avant d'acheter un boîtier, ou même savoir lequel sur votre boîtier est concrètement actuellement, pour savoir ses limites et pouvoir travailler des fichiers jusqu'au bout. Autre info aussi, n'oubliez pas que quand vous faites des photos, si vous faites les photos en JPEG, elle sera forcément bridée par rapport à un RAW. N'oubliez pas cette information. Donc le JPEG, il aura probablement une plage dynamique de 1 stop, grand max, aujourd'hui si vous faites la photo, et un bitrate de couleur jusqu'à 8. Alors que si vous shootez en RAW, vous allez pouvoir exploiter à plein potentiel les informations de votre boîtier, donc avoir la plage dynamique de stop qui va jusqu'à 2, et avoir du coup aussi un bitrate de couleur qui va au moins jusqu'à 12. Donc, morale de l'histoire, shootez en RAW pour ensuite en post-production vous amuser d'autant plus sur l'extensibilité de votre fichier. 2. Le daylighting. Le daylighting, qu'est-ce que c'est? Le daylighting, en fait, c'est le boîtier qui va réexposer votre sujet pour compenser le fond. Parce que souvent, quand on fait du contre-jour, on peut se retrouver dans une situation où justement on veut bien exposer le fond, donc par rapport au contre-jour, ce qui implique que le sujet sera beaucoup sous-exposé. Alors le daylighting, dans ce cas-là, il nous sert justement à compenser la basse exposition du sujet. Donc il va rehausser les ombres du sujet, et en même temps vous aurez la bonne exposition pour le fond, et donc vous serez équilibré. Aujourd'hui, c'est un traitement électronique qui se fait directement sur le boîtier. Tous les appareils hybrides récents l'ont. Il y a des boîtiers qui l'ont pas intégré comme réglage et d'autres qui l'ont. Les boîtiers comme chez Nikon, ils ont directement le daylighting intégré. Donc vous allez sur le menu, vous allez chercher daylighting et vous pouvez l'activer. Et vous pouvez décider aussi la puissance du daylighting. Est-ce qu'il va rehausser un tout petit peu les ombres ou même beaucoup? Les boîtiers qui ne l'ont pas, il y a une autre manière de faire un daylighting naturel du boîtier. Vous allez utiliser une mesuration de pondération centrale, et avec ceci, vous allez mettre une correction d'exposition automatique. Vu que la pondérée centrale se base que sur la luminance du sujet, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir bien exposer le sujet, donc le centre de la photo, parce que c'est un pondéré central, et du coup, il va essayer de compenser ça par rapport au fond. D'où le mettre en automatique, parce qu'en automatique, il va essayer de compenser le fond avec votre sujet. Et donc en soi, vous êtes en train de faire un daylighting un peu moins précis, mais vous êtes toujours en train de faire un daylighting.
très utile en contre-jour, très utile dans les photos en pleine journée. Je vous le conseille. Les profils de rendu cachés. Vous devez savoir, pour certains qui ne le savent pas, que chaque boîtier, tous les boîtiers de toutes les marques, ont ce qu'on appelle des profils. Vous avez le profil, les classiques qui ont tous les boîtiers, les profils neutres, les profils à couleur, les profils paysage, les profils portrait. Tous ces profils-là ont des pré-réglages directement sur le boîtier. Et donc, quand vous allez importer sur Lightroom ou sur votre logiciel de retouche, il va falloir remettre le même profil pour garder du coup ce que vous avez fait lors de la prise de vue. Ces profils-là, ça c'est les profils standards, on appelle ça. Les profils standards, c'est les profils classiques qu'il y a dans chaque boîtier. Mais vous savez que chaque marque, vous pouvez créer votre propre profil. Chez Fuji, c'est directement sur le boîtier et c'est très personnalisable. Mais vous allez voir que chez Sony, chez Canon et chez Nikon, chacun a leur propre logiciel pour créer leur profil. Vous l'importez sur votre carte SD et vous le mettez sur le boîtier. Et du coup, automatiquement, vous allez pouvoir, dans la liste des profils que vous allez avoir sur le boîtier, vous allez avoir votre profil que vous avez créé. Habituellement, ce qu'on peut changer sur les profils, ce sera du coup là tout ce qui est netteté, contraste, teinte, et aussi pour certains ceinturation, et pour certains aussi la courbe de luminance. Tout ça va vous permettre d'avoir des pré-rendus sur le boîtier beaucoup plus agréables, de pouvoir les voir directement à quoi ça pourrait ressembler en post-prod, les montrer aussi un résultat presque prêt aux clients, ou en tout cas les personnes qui vous accompagnent lors des séances. Et en plus de ça, vous allez arriver sur Lightroom et vous aurez déjà plein de pré-réglages déjà mis si vous mettez le profil correspondant au vôtre, quand vous utilisez le logiciel de retouche. Moi je vous le conseille, c'est très créatif, c'est le futur, ça va se développer de plus en plus. Je sais qu'en tout cas pour chez Nikon, il y a tout ce qui est Imagine Cloud et vous allez pouvoir créer votre propre profil sur FX Studio. Voilà, petit conseil de ma part, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, avant de continuer, il y a le petit sponsor de cette vidéo qui est Aftershoot. Aftershoot est un logiciel qui va trier, pré-retoucher vos photos et aujourd'hui aussi fait de la retouche de peau sur vos portraits. Alors d'ailleurs, en ce moment, c'est la promotion, ils font 30 jours d'essai gratuits pour que vous puissiez tester la retouche de peau. Vous verrez que vous pourrez retoucher la peau, les yeux, les reflets dans les verres, les cheveux et plein d'autres choses. Vous avez aussi le patch comme sur Lightroom pour nettoyer tout ce qu'il y a sur votre sujet. Enfin bref, c'est des photos que vous pouvez après réussir à importer sur Lightroom pour finir définitivement vos photos. Moi je vous le conseille, c'est un truc qui m'a accéléré un peu mon flux de travail lorsque je retouche la peau et les sujets parce que je suis portraitiste, donc forcément ça m'aide beaucoup. Si vous êtes curieux et vous avez envie de tester, vous pouvez tester, le lien dans la bio, vous avez 30 jours gratuits et si l'application vous plaît définitivement, vous avez aussi mon code promo Eyes of Belga avec laquelle vous avez 15%. Moi je vous conseille de tester pour les portraitistes et pour les gens qui font beaucoup de studios, c'est plutôt cool, ça vous fait gagner du temps et si jamais aussi vous pouvez copier-coller du coup les réglages que vous avez fait sur un portrait pour les mettre sur tous les autres de la série. C'est un petit conseil de ma part, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça pourrait vous plaire, je sais pas. Nous retournons à la vidéo. Quatrième, Wi-Fi et Bluetooth sous-exploités. Je pense que tout le monde est un peu au courant, mais personne l'utilise vraiment. Les applications de chaque marque pour récupérer ses photos ou faire un live view à distance. Ce qui est bien avec les applications des appareils photo aujourd'hui, vous pouvez connecter votre boîtier directement à votre téléphone avec l'application et vous pouvez soit récupérer les fichiers que vous venez de faire, donc ça c'est plutôt cool, mais sinon certaines marques comme par exemple, encore une fois je vous présente Nikon parce que c'est la marque que je connais mieux, il y a SnapBridge, vous pouvez récupérer vos RAW ou soit en JPEG, ça c'est le format qui vous plaît le plus, qui vous intéresse. Ensuite ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez faire du live view à distance, que ce soit pour la photo et pour la vidéo. Moi pour la photo des fois je m'en sers pour faire des portraits, des autoportraits, ce qui est plutôt cool pour gérer les choses à distance et pour déjà voir un peu à quoi je ressemble directement sur mon téléphone. Et ensuite pour la vidéo aussi. Genre là actuellement je suis en train d'utiliser le live view du téléphone parce que c'est très pratique pour moi. En plus de ça, avec les applications, vous verrez que vous allez avoir une connectivité qui est beaucoup simplifiée aujourd'hui à travers des applications, ce qui vous facilite énormément la tâche. Et vous pourrez déjà aussi régler sur l'application souvent les réglages du boîtier, afin que même à distance, quand la luminance par exemple va changer, vous pouvez compenser ça. Moi je vous conseille, c'est des applications qui sont très utiles. Moi je trouve que c'est une question juste d'habitude et surtout, vous allez voir qu'avec le temps, c'est une question de simplification de tâches et de rapidité. C'est sous-exploité, vous devez l'utiliser à mon sens, et plus voilà. Bon, je vous ai abordé 4 points que 90% des photographes, à mon sens, ne connaissent pas. Maintenant, dites-moi si vous en connaissez d'autres dans les commentaires que je n'ai pas abordé, je pourrais refaire une vidéo dessus si ça vous plaît, si ce format vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce parce que ça aide de fou. Et ça permet de voir d'autres gens, de connaître un peu ce genre de choses que pas grand public vous disent et qui vous informent sur ce genre de choses qui sont super utiles en photographie. Enfin bref, nous on se voit pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a aussi plein d'autres vidéos d'astuces, de voyages, bref, plein de choses. On se voit pour une prochaine vidéo, une prochaine astuce et des gros bisous. Et d'ailleurs, n'oublie pas, du 9 au 12 octobre, à Paris, au Parc de la Villette, nous avons l'événement le plus grand de l'année de la photographie, le Salon de la Photo, qui va recueillir tous les stands et toutes les marques que vous connaissez en France, ainsi que les créateurs qui vont faire leurs conférences et vous amener plein de savoirs et plein de connaissances qui pourraient vous intéresser. C'est l'occasion de rencontrer des passionnés de la photo, de vous faire des nouveaux copains,
et de vous inspirer, d'être créatif à travers ce que vous allez voir lors de ce salon. Si ça vous plaît et que vous avez envie de passer, d'ailleurs, dans la bio toujours aussi, vous avez un lien pour une billetterie gratuite. Vous pouvez télécharger votre billet gratuitement à votre nom et comme ça vous pouvez venir et on pourra peut-être se voir. Ce sera peut-être l'occasion. Je serai au stand Nikon. Des bisous.